C'est bon ? 1, 2, 1, 2. Bonsoir à toutes et tous. J'ouvre cette séance de conseil d'arrondissement du 13 décembre 2021 en préparation du conseil municipal du 17 décembre. Je passe la parole à Younes Rifad pour l'appel. Merci Madame la maire, bonsoir à toutes et tous. Donc Monsieur Amico Patrick, Monsieur Aspinas Gilles, Monsieur Barle Sébastien, Madame Bécard Leïla, Monsieur Bonnier Loïc, Madame Bordet Isabelle, Monsieur Branca Enzo représenté par Agnès Fréchel, Monsieur Kahn Philippe, Madame Camard Sophie, Madame Chaboche Mathilde, Monsieur Cochet Jean-Pierre, Madame Fréchel Agnès, Madame Garino Audrey représentée par Gilles Aspinas, Madame Grigilevich Eva représentée par Virginie Roche, Madame Gedjali Aïcha, Madame Laurence Chloé représentée par Jean-Pierre Cochet, Monsieur Lardy Laurent, Madame Librecht Marilyn, Monsieur Mancinelli Giampiero, Madame Megheni Zoubida, Monsieur Meumin Nicolas, présent. Monsieur Pellicani Christian, Monsieur Rifad Younes présent, Madame Roche Virginie, Madame Rolbert Monique, Monsieur Sauret Julien, Monsieur Tabag Étienne, Madame Bernasconi Sabine, absente, Madame Philippi Céline, absente, Monsieur Gargani Alain, absent, Monsieur Ligori Vincent, absent, Madame Malosa Irène, absente, Madame Parodi Clémence. Merci Monsieur Rifad. Donc le quorum est atteint, nous pouvons ouvrir la séance. Je prends les remarques sur le procès-verbal s'il y en a. Si pas d'observation, il est adopté. Nous avons normalement une courte séance avec une dizaine de rapports pour un conseil municipal aussi où il y a moins de rapports que d'habitude. En même temps, c'est une semaine chargée de toutes parts, métropole, département, région, ville. C'est une courte séance, mais avec une délibération importante sur le logement et les modalités de gestion des logements sociaux du contingent municipal. Donc, Monsieur Patrick Amico nous la présentera aussi bien au conseil d'arrondissement qu'en conseil municipal. Je voulais vous faire quelques petites annonces, un petit peu comme d'habitude. Tout d'abord, sur la régie de quartier, vous vous souvenez que nous avions voté un vœu à ce conseil le 6 juillet 2021. Il a trouvé son chemin et il va trouver donc à s'appliquer. Et donc 5 mois plus tard, grâce au soutien notamment de Monsieur Laurent Lardy, ici présent, adjoint à l'économie, que je remercie, le 6 décembre, la ville a signé l'accompagnement au montage de cette régie de quartier avec la Confédération nationale des régies de quartier. Un comité de pilotage va être mis en place à la mi-janvier, donc nous aurons l'occasion de mieux communiquer sur l'installation de cette régie de quartier, mais nous sommes très heureux qu'elle puisse démarrer dans un temps finalement raisonnable. Donc merci Monsieur Lardy. Sur nos sujets de participation citoyenne et les consultations, nous montons en puissance. Nous avons commencé par une petite consultation sur les jeux du jardin Benedetti. Nous avons fait aussi, d'ailleurs, dans cette salle samedi dernier, une concertation sur l'aménagement du parc Labadier qui va déboucher encore sur une réunion au mois de janvier. Il y a eu une réunion publique en mairie de secteur avec la métropole et la Soleam sur le projet Anse du Pharaon. Ce projet sera soumis à enquête publique à partir du second semestre 2022. Il va y avoir aussi au premier semestre 2022 une concertation à Belzins sur la transformation du parking de la Providence en espace vert. Donc ça, c'est un beau projet très important qui va avoir beaucoup d'impact sur le quartier de Belzins. Donc on reviendra vers vous, mais il y aura une consultation très sérieuse de mise en place. Et puis également la concertation sur le haut de la rue d'Aubagne et notamment sur l'usage du lieu des effondrements. Donc là aussi, la concertation
Elle est en montage administratif, en concertation. On trouve le lieu et on y va dès que la vague Covid baisse un petit peu. Si possible, voilà, allez, début février, si on est à l'aise sur les conditions sanitaires et le lieu qu'on pourrait trouver. En tout cas, c'est bien avancé aussi et je peux l'annoncer parce que il est en montage, cette concertation est en montage administratif par la mairie de secteur en ce moment. Voilà sur un certain nombre de sujets qui nous tiennent importants et sur l'aspect concertation qu'on avait promis et qu'on essaye de tenir malgré les conditions sanitaires parfois qui nous ont empêchés d'aller plus vite sur certains projets. Voilà. S'il n'y a pas d'intervention, je passe à l'ordre du jour. En commençant par le rapport numéro 1, alors là, qui est un rapport classique. Vous vous souvenez qu'on a voté le budget de notre mairie de secteur. On appelle ça l'état spécial d'arrondissement. Et il s'agit tout simplement, comme chaque année, de mandater les dépenses d'investissement dans la limite du quart des crédits ouverts au budget de l'année, au budget 2021, pour qu'on puisse commencer à engager les dépenses en attendant le vote du budget de la ville. Bon, c'est classique. Donc vous avez les montants pour chaque mairie de secteur. C'est pour nous 37 598 € pour commencer l'année. Y a-t-il des votes contre ou des questions sur cette délibération d'ailleurs? Non. Je prends les votes. Qui est contre? Qui s'abstient? Donc, rapport adopté à l'unanimité. Alors, le rapport numéro 2. Je me tourne vers Monsieur Patrick Amico, puisqu'il s'agit du rapport sur la politique municipale en faveur du logement et de l'habitat et sur l'évolution des modalités de gestion des logements sociaux du contingent municipal au cours de l'année 2022. Monsieur Amico, vous avez la parole. Merci Madame la maire. Mes chers collègues, quelques chiffres. Alors vous dites, j'adore les chiffres, mais quelques chiffres vraiment importants à avoir en tête lorsqu'on parle de ces problématiques de logement et de contingent municipal. La ville de Marseille, c'est environ 444 000 logements au global. Sur ces 444 000 logements, il y a environ 85 000 logements sociaux, sur 444 000. Et sur ces 85 000 logements sociaux, les logements attribuables à des locataires émanant d'attribution, je dirais, de la ville, c'est 8 400 logements environ. Sur ces 8 400 logements, ne sont bien sûr affectables que ceux qui se libèrent. Or, ceux qui se libèrent, c'était 634 logements en 2017 et ça a chuté à 365 logements en 2020. Alors, effet Covid, tout ce qu'on veut, mais aussi taux de rotation très bas. Et dans ces logements, 202 logements ont été attribués par la mairie centrale, au titre du contingent de la mairie centrale, et 165 par la mairie de secteur. Alors pourquoi on a cette différence? Parce qu'il y a eu moins de libération dans les logements des mairies de secteur que dans la mairie centrale, sachant que ces attributions, ou tout au moins ces propositions d'attribution, parce que les mairies, pas plus le secteur que la mairie centrale, n'attribuent, ils proposent aux bailleurs d'attribuer, se répartissent à 50% entre la mairie centrale et les mairies de secteur. Il faut savoir que cette répartition à 50%, elle est la conséquence de la loi PLM, et que sur Marseille, la dernière délibération qui a été prise concernant la manière dont on travaillait sur ces attributions date de juin 1985. Rien depuis. Rien depuis. Donc, ce que nous avons constaté en arrivant, c'est que il y avait à Marseille 2 visions, voire 9 visions différentes des choses. Une vision à la mairie centrale et une vision dans chaque secteur. Chaque secteur gérant, un petit peu comme il voulait, ses propositions d'attribution de logement. Donc nous avons travaillé pendant pratiquement 1 an en liaison avec les mairies de secteur, bien sûr, sur un certain nombre de choses qui étaient de dire il serait extrêmement important aujourd'hui qu'on sorte de cette incohérence totale qui fait qu'en fonction du secteur où vous habitez, où vous demandez un logement, où vous avez des appuis, vous avez des chances de l'avoir ou de moins l'avoir, ou de l'avoir plus vite, ou de l'avoir différemment.
Donc il nous fallait absolument une mise en cohérence très forte de ces modalités d'attribution. Mise en cohérence que nous avons commencé à faire à la mairie centrale dès le mois de septembre 2020, en mettant en place une commission qui n'a rien à voir avec ce qui se passait avant et dans laquelle nous avons vraiment fait un travail de fond sur la manière dont étaient abordés les dossiers, étudier les dossiers, la manière dont on étudiait et on mettait en place une cotation en fonction des situations particulières. Donc tout un travail de fond sur la légitimité, l'égalité et la transparence en matière d'attribution de logement. Aujourd'hui, ce que nous pouvons dire, c'est que les dispositifs que nous avons mis en place à mairie centrale fonctionnent. La cotation, qui va être un dispositif de toute manière obligatoire du fait des diverses lois, parce qu'entre 1985, la loi PLM, et aujourd'hui, il y a eu 5 lois qui ont traité de ces questions-là. Et même malgré ces 5 lois, la ville n'a absolument jamais bougé. Donc la mise en cohérence avec les conséquences de ces lois, et notamment la dernière, la loi Elan, qui va amener à des attributions non plus en stock, c'est-à-dire sur des logements identifiés au départ, mais en flux, c'est-à-dire au fur et à mesure que les logements se libèrent, va obliger à changer complètement de travail. Donc nous profitons un petit peu de tout ce contexte pour mettre en place non plus une commission par secteur, certains secteurs d'ailleurs n'ayant même pas de commission, d'autres ayant des systèmes très, très élaborés pour sélectionner des candidats, mais une seule commission centrale qui traitera à la fois des logements libérés au titre des mairies, de la mairie centrale ou des mairies de secteur. Dans cette commission seront traités la totalité des logements libérés, avec des dossiers totalement anonymisés, avec un dispositif de cotation qui sera le même partout. Ce dispositif, nous l'avons testé pendant plus de 6 mois au niveau de la commission de la mairie centrale, et avec des comptes rendus réguliers de données du travail de cette commission, du nombre de logements qui auront été attribués, selon quels critères ils auront été attribués. Donc une transparence absolue de cette commission. Je compte travailler aussi, dans les mois qui viennent, sur la publicité de cette commission. D'autres villes l'ont déjà fait, je pense à Paris, et de voir dans quelle mesure les débats de ces commissions peuvent être publics à partir du moment où les dossiers sont anonymes et à partir du moment où les cotations sont les mêmes partout. C'est une révolution totale dans la manière dont s'attribuent les logements à Marseille. On va, comme je vais le dire vendredi, j'espère continuer à être montré du doigt au niveau marseillais, non plus à cause des problématiques de clientélisme, de logements soi-disant achetés ou autres, comme on l'entend, mais dans le fait que Marseille devienne la ville exemplaire en matière d'attribution de logements sociaux, ce qui est une nécessité absolue compte tenu de la crise qu'on vit actuellement. Donc cette délibération, elle met en place ce dispositif. Ce dispositif va mettre plusieurs semaines, voire quelques mois, à se stabiliser et à se mettre en place définitivement. Nous allons le travailler avec l'ensemble des mairies de secteur pour que chacun comprenne bien comment tout ça marche et comment on peut le faire tourner. Et quelques mois aussi, parce que nous devons acquérir un logiciel spécifique, non pas pour traiter ça, mais pour traiter la totalité des problématiques que nous avons en face de nous sur la gestion de logements en flux, et avoir des échanges de données qui puissent fonctionner avec la métropole, avec les bailleurs, avec le système national d'enregistrement des logements sociaux, donc qui nécessite des logiciels particuliers que nous sommes en train d'acquérir, donc ça va prendre encore un petit peu de temps. Voilà, donc pour moi c'est aussi une certaine fierté de porter cette délib qui devrait, j'espère, mettre fin à, je ne sais plus trop combien, de décennies, au moins d'images de clientélisme sur le logement social à Marseille. Merci beaucoup, Monsieur Amico. J'en profite pour dire d'ailleurs que nous sommes, la mairie du 1-7, nous sommes le secteur qui avons le quota de logements sociaux le plus bas. Chaque année, il se libère de 1 à 4 logements sociaux par an. Donc autant vous dire qu'au moins ça nous protège
du clientélisme, ce qu'on appelait le clientélisme là-dessus. Ça n'empêche pas, et je remercie beaucoup mon adjointe au logement, Isabelle Bordet, parce que nous recevons quand même maintenant presque des centaines de courriers. Il y a tellement de demandes. À chaque fois, il y a une réponse qui est faite. Le demandeur est orienté, on essaye de suivre au mieux. Mais de toute façon, ça je tenais à vous le dire, nous sommes la mairie qui avons le moins d'attribution de logements sociaux, et je dirais que c'est vrai qu'on n'a pas le même niveau de débat ni de contraintes que les autres mairies de secteur qui ont des quotas de logements plus importants. Ça peut monter parfois à 50 à l'année. Donc je vous laisse mesurer l'écart. Et c'est pour ça que nous, notre enjeu dans le 1-7, particulièrement à l'occasion des chantiers sur l'habitat indigne, il est de reproduire et de recréer du logement social, évidemment, puisque avant d'en attribuer, il faut en avoir. Donc je dirais qu'il y a une crise du logement tellement énorme et de toute façon tellement de demandes que de toute manière, il fallait bien aussi moderniser complètement ces systèmes d'attribution qui font que de toute manière, ne marche vraiment plus avec un coup de piston qu'on peut avoir un logement social aujourd'hui vu l'ampleur des demandes et le peu de logements disponibles. Donc il faut à la fois en reproduire et puis faire en sorte que l'attribution se passe de la manière la plus juste et transparente. Voilà, c'était une grande promesse de notre programme. Donc, je vous laisse mesurer effectivement l'avancée de cette délibération et on s'en félicite tous. Voilà. Je peux prendre des interventions. Isabelle Bordet, évidemment, si tu veux intervenir. Oui, évidemment, je ne peux que me réjouir du travail qui a été effectué et effectivement d'être sur une commission qui va être transparente. Ça ne résout pas le problème du manque de logements sociaux, mais enfin, en tous les cas, je pense que c'est déjà une grande avancée. Et ce que je voulais dire aussi en complément de ce que vient de dire Madame la maire, c'est je remercie le service logement parce qu'effectivement, il y a un accompagnement des personnes. Et les personnes nous le disent, c'est-à-dire qu'on n'a pas de logement, mais on les accompagne, on les oriente. Et je crois que ça, c'est vraiment un travail qui est reconnu d'une mairie de proximité. Je pense qu'il faut le souligner et remercier le service logement. Voilà. Merci Isabelle pour ton travail. Je passe au vote s'il n'y a pas d'autres interventions. Y a-t-il des votes contre cette délibération ? Y a-t-il des abstentions ? Madame Parodi ? Eh bien, le rapport est adopté et merci beaucoup. Merci Patrick pour ce travail. Merci. Le rapport numéro 3, toujours Monsieur Amico, sur l'aide à la production de logements sociaux pour justement quelques petites opérations avec Solia, Provence. Il y en a quand même en cours dans le premier. Quelques opérations. Alors, je ne vais pas faire un retour en arrière sur le rapport d'avant, mais simplement dire que tout ça se situe aujourd'hui dans une grande cohérence et une grande logique, avec la création de la direction du logement au sein des services de la ville, avec le fait que la métropole a relancé le plan local de l'habitat. Ce plan local de l'habitat donc, va nous imposer, ce qui sur le fond n'est pas une mauvaise chose, à avoir un affichage de ce qu'on souhaite produire et de ce qu'on doit produire par arrondissement en matière de logement social. Et ce plan local de l'habitat ayant été amendé avant même d'être commencé par un amendement qui a été voté il y a 3 jours dans le cadre de la loi 3DS et de la loi SRU, qui oblige chaque arrondissement à produire d'avoir au minimum 15% de logements sociaux par arrondissement pour Paris, Lyon et Marseille. Donc cet amendement, moi, je trouve extrêmement intéressant parce qu'il reporte déjà le débat autrement que des grands discours théoriques sur les zones de bonnes dessertes, de moins bonnes dessertes et autres comme on a pu les entendre. On aura en face de nous la nécessité de 15% minimum de logements sociaux dans chaque arrondissement. Donc ça, c'est vraiment une excellente nouvelle. Donc on va bien, on travaille sur les attributions, on travaille aussi sur les aides à la production actuellement. Des dispositifs existaient. On n'a pas voulu arrêter ces dispositifs. On avait envisagé de le faire, mais on n'a pas voulu arrêter ces dispositifs tout de suite, tant que nous n'en avions pas d'autres qui seraient vraiment opérationnels. Or, pour qu'ils soient opérationnels, on revient à ce qu'on a dit avant, c'est aussi la nécessité d'y voir un peu plus clair au niveau du PLH, au niveau de la production, au niveau des agréments qui seront délivrés cette année.
Pour autant, donc, on a déjà des dossiers qui sont dans les tuyaux pour lesquels on continuera à financer au niveau de la ville la production de logements sociaux et notamment très social, le PLAI. Et c'est dans ce cadre-là qu'on a 16 logements qui sont finançables auprès de Solia sur le boulevard de la Libération, dans le 116 boulevard de la Libération, au titre de la production de PLAI, alors dans un montage un peu complexe, mais qui le fait aussi, on dira, même si ce n'est pas le montage idéal qu'on aurait souhaité, qui est l'ULS, c'est-à-dire que les logements seront des logements sociaux pendant une quinzaine d'années. Et donc c'est à ce titre-là que nous apporterons un financement de 80 000 € à Solia. Voilà. Pour du PLAI, bien sûr. Merci, Monsieur Amico. J'ai une demande d'intervention de Monsieur Pellicani, c'est ça? Oui, Madame la maire, chers collègues, pour avoir siégé quelques années ici même dans l'opposition où on demandait la production de logements sociaux dans le premier secteur, aussi bien dans le 7e que dans le premier, on s'est toujours heurté à deux problèmes. Un, l'argument, il n'y a pas de foncier disponible pour construire, à part qu'on voyait fleurir des permis de construire, où chaque fois la question du logement n'était pas traitée, notamment dans le 7e arrondissement. Et dans la question du premier, il y avait la question de la réhabilitation, la rénovation d'habitats, pas toujours indignes, mais souvent, et qui n'incluait pas ce type de problématique. Donc je suis assez satisfait et heureux de voir qu'aujourd'hui, ce que nous avions mis en débat prend corps. Il va falloir peut-être que chacun mouille la chemise pour que dans nos arrondissements, quand il y a un permis de construire, et moi je fais confiance tout à fait à Mathilde Chaboche pour porter ça, que les promoteurs soient incités à appliquer la loi, même sur des petites unités, parce qu'on a besoin de partout de mixité. Voilà. Et d'appliquer les 15%, je ne sais pas, mais en tout cas, nous avons mis en débat plusieurs seuils, et bien c'est ça qu'il faut se faire. Et je crois que ça ne peut être que le combat des adjoints au logement ou à l'urbanisme. Il faut qu'on le porte tous, et en tout cas, je m'y attellerai, et je pense que mes collègues aussi. Merci. Merci, Monsieur Pellicani. S'il n'y a pas d'autres interventions, je passe au vote. Y a-t-il des contre ce rapport numéro 3? Des abstentions? Madame Parodi. Et donc, le rapport est adopté par le Conseil d'arrondissement. Le rapport numéro 4, je vais le rapporter. La délibération. Alors, vous avez tous vu, je crois, la préemption du 117 Canebière par la ville. Maintenant, vous commencez tous à connaître le système. Ça déclenche des appels à candidature. Et puis, il y a un jury qui choisit un projet. Donc, sur le 117 Canebière, la délibération vous présente la candidature retenue, qui est donc un tiers-lieu culinaire, solidaire et zéro déchet, le plan de A à Z. Donc vous avez tout le détail dans la délibération, ainsi que le nom des personnes. Donc vous pouvez les prix, etc. C'est assez transparent. Et donc je vous demande d'adopter cette délibération qui donc attribue le 117 Canebière à ce candidat. Je prends les votes. Y a-t-il des contre? Des abstentions? Merci. Rapport adopté à l'unanimité. Le rapport numéro 5, M. Pellicani. Madame le maire, chers collègues, ce rapport porte sur l'approbation de subventions en nature accordées à des organismes dont l'activité présente un intérêt général local. Pour bien comprendre la notion de nature là, la ville de Marseille met à disposition des locaux pour laquelle elle émet des titres d'occupation et elle traduit le loyer en équivalent de subvention qu'elle aurait donné à l'association, puisqu'elle ne leur fait pas payer. Mais il arrive parfois qu'elle paye quand même un peu. Donc ce n'est pas non plus qu'à titre gracieux, mais cette occupation, la partie qui n'est pas payée, est quand même comptabilisée, et ça permet de prendre la mesure de ce que la mairie apporte comme aide conséquente au tissu associatif, social et culturel, et d'autres associations d'intérêt général. Là, nous sommes dans le premier 7e arrondissement, concernés par deux associations qui travaillent, entre autres, sur la question de la mémoire historique, les anciens combattants qui ont été sur les fronts à l'extérieur de nos frontières, mais aussi ceux qui essayent d'apporter un soutien et un réconfort aux victimes. Et donc les deux sont domiciliés à l'avenue de la Corse, dans un petit immeuble qui est très bien, qui est très beau. Et donc c'est calculé. Alors ça représente 2 558,85 € pour une, et l'autre 1 460,70 €. Ça ne représente pas des grosses sommes,
mais quelque part, c'est une aide qu'on apporte et qui est très importante parce qu'il faut bien un siège social pour mener ces activités associatives. Donc, je vous propose, Madame la maire, que nous votions tous ce rapport. Merci. Y a-t-il des interventions? Je passe au vote. Y a-t-il des contre? Des abstentions? Madame Parodi. Et donc, le rapport est adopté par le conseil d'arrondissement. Le rapport numéro 6 sur le célèbre ravalement de façade. Et je donne la parole à Madame Bordet. Bon, je vais essayer de l'animer un peu parce que j'ai l'impression de radoter puisque je dis à chaque fois la même chose. Mais ça risque de durer encore pendant 2 ans, donc ça reviendra souvent. Donc c'est le même programme que celui dont on a déjà parlé les fois précédentes. Donc il s'agit effectivement de ravalements qui sont imposés sur un certain secteur. Donc là, c'est d'autres tranches d'immeubles qui sont concernées. Et ce qu'on va voter là, c'est l'octroi d'indemnités pour des propriétaires qui ont été obligés de faire ce ravalement de façade. Alors il y en a pas mal qui concernent le premier arrondissement, raison pour laquelle on a cette délibération. Mais c'est sur le Grand Marseille, voilà. Donc ça sera toujours la même. On est dans une obligation de continuité puisque ça a été voté dans l'ancienne mandature et que je rappelle que ces propriétaires ont déjà engagé des frais pour le ravalement et qu'il faut donc les rembourser, enfin en partie puisque c'était l'engagement de la ville. Donc c'est cette délibération-là qu'on va voter. Et j'en profite, Madame la maire, si vous permettez, pour dire quelque chose qui me paraît important, mais qui est peut-être un peu en lien quand même avec le ravalement de façade, c'est qu'actuellement, j'ai beaucoup de demandes de gens qui n'ont pas de chauffage. Et donc là, je me rends compte à quel point la précarité énergétique, c'est quelque chose de très important, enfin qui est vraiment très important dans la ville. Et peut-être que la prolongation de ce travail autour du ravalement de façade, ça sera peut-être de voir comment on peut engager cette transition, enfin cette isolation thermique. Et d'ailleurs, j'ai vu que dans l'appel à projet que M. Payan auquel M. Payan a répondu au nom de la mairie par rapport à la transition énergétique, il y aura un volet, apparemment, d'après ce que j'ai compris, mais Sébastien Barle pourrait peut-être en dire plus, un volet important sur la transition énergétique. De mon point de vue à moi, par contre, l'isolation thermique, c'est vraiment un des moyens de résorber l'habitat indigne. Ça ne résout pas tout, mais ça résoudra beaucoup de choses. Oui, Monsieur Barle. Merci, Madame la maire. Oui, pour rebondir sur cette interpellation, c'est vrai que la question de la précarité énergétique touche énormément de monde à Marseille et notamment dans notre secteur. Et ça risque malheureusement de s'aggraver avec l'augmentation du prix de l'énergie dans les prochains mois. Je voulais vous annoncer, en fait, le 24 janvier, il y a le collectif national qui s'est monté sur l'exclusion énergétique. On monte avec la ville de Marseille, donc une initiative relais, en fait, pour monter une alliance locale, donc sur Marseille, avec l'ensemble des acteurs qui travaillent dans ce champ de la lutte contre la précarité énergétique, donc le GRS, il y a beaucoup d'acteurs qui travaillent maintenant. Il y a Cap au Nord Entreprendre qui a monté un groupe de travail sur les quartiers nord. Il y a les compagnons bâtisseurs, bien évidemment, qui depuis des années mènent ce combat. Donc l'idée, c'est de trouver les solutions les plus adaptées, les plus agiles possibles pour faire face à cette question de la précarité énergétique. Donc le 24 janvier, il y aura une réunion importante et les élus sont les bienvenus. Merci, Monsieur Barle. Moi, je rapporte une précision aussi. Ce qui change un peu dans les délibérations, c'est qu'on rattrape enfin le retard, puisque là, vous avez beaucoup d'aides rattrapées, en fait. Il a fallu que la ville mette des moyens RH pour effectivement remonter la pente sur ce qu'elle devait à ses copros. Et donc, plus nous en passons beaucoup aujourd'hui, plus nous pourrons passer à un cadre rénové dès que ce sera terminé. Donc ça, c'est aussi un peu... peut-être un élément un peu nouveau, c'est que là, on ne vote pas sur un dossier, on en vote sur presque 200. Et c'est aussi tous les moyens... voilà, notre collègue Perrine Prigent a obtenu les moyens pour remonter la pente sur ces retards de dossiers. Voilà. Je passe au vote sur cette délibération. Y a-t-il des contre? Des abstentions? Rapport adopté. Le rapport numéro 7 est retiré. Le rapport numéro 8, alors je le présente.
Alors, il s'agit d'une délibération pour l'accueil d'une nouvelle promotion d'apprentis au sein des services municipaux, qui concerne d'ailleurs notre mairie de secteur, puisqu'il y a 2 postes ouverts en mairie de secteur. Vous pouvez voir la liste des postes ouverts dans la délibération. Donc, nous, on considère de manière globale que c'est très intéressant de développer les services civiques, les stages, les contrats d'apprentissage. Ça permet à des jeunes d'avoir une vraie expérience. Ils apportent vraiment du sang nouveau aussi dans leur manière de travailler et avec l'administration. Donc, on est assez content de cette délibération et qui permet vraiment de faire du gagnant-gagnant, comme on dit, entre les jeunes et nos services. Et donc, je me félicite vraiment de ce nombre qui est un petit peu important, 150 contrats d'apprentissage et dont nous allons bénéficier. Voilà. Je prends les questions éventuellement, si vous en avez. Je soumets le rapport au vote. Y a-t-il des contre, des abstentions? Le rapport est adopté. Je vous remercie. Le rapport numéro 9, Madame Fréchel. Oui, il s'agit d'un rapport il s'agit d'approuver la convention conclue entre la ville de Marseille et la métropole Aix-Marseille sur l'opération Lecture par Nature. L'opération Lecture par Nature est une opération de la métropole qui se déroule dans toutes les bibliothèques de la métropole et qui met la lecture au cœur de la volonté culturelle en créant un lien fort avec les problématiques environnementales et la nature. À Marseille, cette convention concerne la bibliothèque de l'Alcazar qui est dans notre secteur, mais c'est un dispositif qui existe depuis 2017 et qui ne concernait que la bibliothèque de l'Alcazar. Elle est élargie à la bibliothèque Salim Atoubou dans le 15e arrondissement. Donc énormément de choses se passeront dans cette bibliothèque et aussi à la bibliothèque du Panier qui a réouvert. Et ce qui satisfait énormément les habitants du 2e arrondissement. Donc il s'agit juste d'approuver cette convention d'occupation et d'activité dans les bibliothèques de Marseille. Merci Madame Fréchel. Je passe au vote. Y a-t-il des contre, des abstentions? Eh bien, je vous remercie. Le rapport est adopté à l'unanimité. Et le dernier rapport, Monsieur Barle, sur une cyclolab. Oui, donc Cyclolab qui est basé sur notre secteur et il s'agit d'une subvention en fait pour cette structure. On a beaucoup de structures vélo et notamment il y a énormément de structures de cyclo-logistique maintenant qui se développent sur notre secteur, ce qui est très intéressant et ça va être encore plus intéressant avec la mise en place de la zone à faible émission, la ZFE. Là en l'occurrence c'est une structure qui a une approche très généraliste du vélo, mais une des manifestations qui souhaite organiser, c'est autour justement du vélo cargo et des différentes modalités que peuvent permettre cette cyclo-logistique. Et je voulais juste rebondir parce qu'il y a une autre délibération, mais qui n'est pas malheureusement à l'ordre du jour de ce conseil, qui passera lors du conseil municipal. Mais c'est pour une structure qui est basée sur notre secteur, c'est Enercop PACA, et c'est l'entrée de la ville au capital de cette société coopérative d'énergie alternative, et notamment c'est une structure qui soutient la production d'énergie renouvelable locale, ce qui est très important. C'est vrai, c'était demandé depuis longtemps aussi. Eh bien, merci pour ces précisions. Je prends les votes. Y a-t-il des contre, des abstentions? Madame Parodi. Le rapport est adopté par le conseil d'arrondissement. Voilà, conseil petit mais costaud, où des choses importantes ont été dites. Je vous remercie pour votre participation et je vous souhaite de belles fêtes de fin d'année si on ne se revoit pas pour certains d'entre nous. Voilà. Merci à vous.